Je vous raconte aujourd'hui une histoire unique en son genre qui s'est déroulée aux États-Unis il y a 50 ans. Un hold-up de $200 000 effectué dans un avion de ligne par un gangster qui a ensuite sauté de l'avion en parachute avec son butin. On ne l'a jamais retrouvé. Podcast Story. Nous sommes aux États-Unis le 24 novembre 1971. Il fait gris et froid en cet après-midi d'automne. La météo n'est pas très optimiste. Une épaisse couche nuageuse recouvre l'aéroport de Portland, dans l'État de l'Oregon. Il est 15h40 local. Les passagers du vol Northwest Airlines 305 embarquent à bord du Boeing 727 qui doit les conduire à Seattle, dans l'État de Washington, à 300 km de là. Le vol sera particulièrement court, à peine une vingtaine de minutes. Les derniers passagers viennent de s'installer à bord. Il s'agit de la famille Tompkins, dont les deux enfants de 10 et 12 ans, Stuart et John, ont été placés près des hublots, car ils veulent évidemment profiter du vol pour regarder à l'extérieur. 50 ans après, ils n'ont jamais oublié leur baptême de l'air, ni les événements qui ont accompagné leur premier vol. Ils se souviennent toujours de ce passager étrange qui les avait étonnés à l'embarquement parce qu'il portait des lunettes de soleil malgré la grisaille ambiante. Des lunettes qu'ils n'avaient pas quittées en s'installant quelques sièges derrière eux. Lentement, l'escalier escamotable situé à l'arrière de l'avion, presque sous la queue, est remonté et verrouillé. Le commandant de bord, Walter Scott, procède aux dernières vérifications avant le décollage. C'est un navigant expérimenté qui possède plusieurs milliers d'heures de vol à son actif. Il travaille à la compagnie Northwest depuis 14 ans. L'avion reçoit de la tour de contrôle l'autorisation de rouler vers le bout de la piste, où il s'immobilise un long moment pour laisser atterrir plusieurs appareils successifs. Il y a en effet beaucoup de trafic aérien ce jour-là au-dessus de Portland. Puis, l'avion s'ébranle à nouveau pour le décollage. Il est 16h35 lorsque les roues du Boeing quittent le sol. L'avion a maintenant atteint son altitude de croisière de 15 000 pieds, une altitude pas très élevée à cause de la brièveté du vol entre Portland et Seattle. Les enfants, eux, sont déçus, car l'appareil est entré dans une épaisse couche nuageuse quelques secondes seulement après le décollage. On ne voit pas le sol par les hublots. Alors pour passer le temps, Stuart et John regardent ce qui se passe autour d'eux et détaillent la trentaine de passagers qui pour la plupart sont plongés dans la lecture d'un livre ou d'un journal. À l'exception de l'homme aux lunettes noires qui semble indifférent et qui regarde droit devant lui, sans bouger. Il a entre 35 et 40 ans. Il s'est embarqué sous le nom de Cooper, Dan Cooper, et c'est sous ce pseudonyme qu'il entrera bientôt dans la légende des braqueurs du ciel. Il est 16h56. L'arrivée à Seattle est prévue à 17h11. Le commandant Scott a décidé d'entamer la descente de l'appareil dans 7 à 8 minutes. La routine. Mademoiselle, l'homme aux lunettes noires vient d'interpeller l'hôtesse Jennifer S., une jolie rousse qui est en train de servir des verres d'eau et des friandises aux passagers. Vous désirez quelque chose ? Voulez-vous vous asseoir quelques instants près de moi ? Dit l'homme aux lunettes noires en souriant. J'ai quelque chose à vous montrer. L'hôtesse refuse poliment et lui explique que le règlement de la compagnie interdit à un membre du personnel de bord de s'asseoir près d'un passager. Mais l'homme insiste. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Dans le même temps, il tend à l'hôtesse un papier plié en deux. « Voulez-vous lire ceci ?» Le ton est courtois, mais ferme. Il y a quelque chose dans la voix de cet homme qui inquiète subitement Jennifer. Elle déplie le papier et elle découvre, au centre de la feuille, une seule longue phrase écrite en caractères d'imprimerie. Incrédule, elle lit, puis relit soigneusement le message.
J'ai une bombe dans ma mallette. Venez vous asseoir près de moi. C'est un hold-up. L'hôtesse, qui a compris qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie, s'assoit lentement près du passager. Celui-ci entrouvre alors son attaché-caisse. Et Jennifer peut apercevoir 2 cylindres rouges entourés de dizaines de fils électriques de toutes les couleurs. L'homme aux lunettes noires referme la mallette. Vous allez dire au commandant de bord qu'il doit contacter les gens de Seattle. Je veux que les gars là-bas préparent 200 000 $ en coupure de vin. Il faut également qu'ils trouvent 4 parachutes. Et tout doit être prêt quand nous atterrirons. Jennifer hoche la tête pour montrer qu'elle a compris. Et le pirate exige de voir immédiatement le commandant de bord. L'hôtesse se lève, elle est livide, elle se dirige vers le poste de pilotage, mais dans le galet avant, elle s'approche de sa chef de cabine, Tina, et murmure d'une voix blanche « Il y a un dingue à l'arrière. Il a une bombe dans sa mallette. Je l'ai vu. » La chef de cabine jette un œil sur le personnage qui semble attendre tranquillement, sans nervosité apparente. En professionnelle, elle comprend aussitôt que l'homme n'est pas un plaisantin. Elle jette un regard aux autres passagers, aux enfants Tompkins qui lisent sagement des bandes dessinées. Personne ne s'est aperçu de rien. « D'accord, je vais prévenir le capitaine », murmure Tina en se dirigeant vers le poste de pilotage. « Et moi, qu'est-ce que je fais ?» demande Jennifer. « Ah ben, rien. Tu surveilles ce type discrètement et tu lui apportes tout ce qu'il demande à boire. Alcool, jus de fruits, n'importe quoi, qu'il ne s'énerve pas surtout. » Quelques instants plus tard, le commandant de bord abandonne les commandes à son copilote pour aller voir à quoi ressemble l'homme qui les menace. Les passagers sont un peu étonnés de voir le capitaine se diriger vers le fond de l'appareil et s'asseoir près de l'homme aux lunettes noires. « Je m'appelle Dan Cooper », dit celui-ci au commandant. Une nouvelle fois, il ouvre sa mallette pour permettre au pilote de voir ce qu'elle contient. Puis il lui tend une feuille contenant ses instructions écrites. Les 4 parachutes sont décrits minutieusement. Leur marque est indiquée. 2 dorsaux et 2 ventraux. Pas de matériel militaire. Les références sont très précises. Et l'homme ajoute « Vous n'allez pas atterrir tout de suite à Seattle. Combien d'autonomie avez-vous en carburant ?» Il semble avoir de solides connaissances aéronautiques. Le commandant répond qu'en régime économique, il tient 2 bonnes heures, donc assez de temps pour réunir les 200 000 $ et les parachutes. Lorsque le commandant regagne le cockpit, il est 17h08. Il applique aussitôt la procédure prévue en cas de piratage. Il affiche le code 7500 sur le transpondeur de l'avion, une indication qui apparaît aussitôt sur les écrans de contrôle radar qui déclenchent immédiatement l'alerte. Le commandant appelle alors la tour de contrôle de Seattle. « Seattle, ici, Northwest 305, nous avons un gros problème à bord. Un type menace de faire sauter l'avion. » En quelques minutes, c'est le branle-bas de combat sur l'aéroport de Seattle. Les pompiers, les ambulances, le shérif, le maire de la ville sont prévenus, mais aussi, bien évidemment, le FBI et les principaux responsables de la compagnie aérienne dont le siège se trouve dans le Minnesota. Le président de Northwest Airlines est contacté directement à son domicile de Minneapolis. À 17h26, le Boeing commence son circuit d'attente au-dessus de la ville. Les agents du FBI ont donné instruction à plusieurs banques de leur faire parvenir toutes les coupures de 20 $ disponibles. Ils font le tour de l'agglomération pour récupérer un maximum de billets. La compagnie s'engage à rembourser les banques dans les 24 heures. Pris par le temps, il est impossible que la police relève les numéros de chaque coupure. Alors, on passe les 10 000 billets à la photocopieuse. À 18h24, les contrôleurs de Seattle reçoivent des policiers le feu vert pour faire atterrir l'avion. Ils ont l'argent et les parachutes. À bord du vol 305, les passagers ne se sont aperçus de rien. Le commandant a signalé une petite attente pour cause de trafic aérien encombré et il entame maintenant sa descente.
16 minutes plus tard, les roues du Boeing touchent le sol et l'avion va se garer sur un parking éloigné, juste en face d'un hangar désaffecté où l'attendent une armée de policiers vêtus de gilets pare-balles. Une camionnette de la Northwest Airlines se dirige vers l'appareil qui vient de s'immobiliser. Dan Cooper surveille les opérations. La mallette de cuir noir ostensiblement posée sur les genoux, il attend calmement comme les autres passagers. Le commandant Scott s'approche de lui. « Votre argent est prêt, ainsi que les parachutes. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous faites descendre tous les passagers et les hôtesses par l'escalier central. Et personne d'autre ne monte à bord, sinon je fais tout sauter. Quant à vous, vous descendez sur le tarmac et vous ramenez à bord l'argent et les parachutes. Puis, vous demandez qu'on complète le plein de carburant pour un vol de 4 heures. » En quittant l'avion par l'arrière, le petit John Tompkins se tourne vers l'homme aux lunettes noires. « Dites, monsieur, vous êtes un vrai gangster ?» Cooper sourit et lui pose une main affectueuse sur la tête. « Bien sûr que non, mon petit. Qui t'a raconté ça ?» Le gamin n'a pas le temps d'en dire davantage. Sa mère le pousse fermement dans le dos. « John, avance au lieu de dire des bêtises !» En quelques minutes, la cabine du Boeing est entièrement vide. À présent, il ne reste plus que 5 personnes à bord. Le commandant, son copilote, le mécanicien navigant, la chef de cabine, Tina, et Dan Cooper, toujours aussi calme. Le mécanicien confirme, ils ont assez de carburant pour voler 4 heures. Cooper précise aussitôt, nous partirons à destination de Mexico, en cap direct sur Medford et Red Bluff, et je vous indiquerai la suite de la route lorsque nous serons en vol. À 19h46, le Boeing s'aligne sur la piste de Seattle-Tacoma. Mise des gaz, décollage, cap vers le sud, en direction de Medford. Au sol, c'est l'alerte générale. Les bases aériennes de l'US Air Force situées sur le parcours de l'avion sont sur le pied de guerre. Un gros porteur Hercule C-130 décolle de la base de Tacoma pour suivre à distance le Boeing. Et 2 avions de chasse, les fameux Phantom, se joignent à lui pour exercer une surveillance visuelle de l'avion piraté. L'homme aux lunettes noires vient de pénétrer dans le poste de pilotage. Il s'adresse au commandant. « Vous stabilisez l'avion à 10 000 pieds, pas plus haut. Quand vous y serez, vous diminuerez la vitesse à 150 nœuds maximum et vous sortirez le train d'atterrissage. Vous afficherez 15 degrés de volée. » Le commandant de bord a compris. L'homme a décidé de sauter en parachute avec son butin. C'est pourquoi l'avion doit voler lentement et pas trop haut. À 19h52, il atteint son altitude. Il réduit alors les gaz, sort le train et les 15 degrés de volée. Le pirate donne ses instructions. À partir de maintenant, vous restez exactement sur votre route en direction de Red Bluff et vous ne changez plus rien à vos paramètres de vol. Puis, le pirate pointe le doigt sur la chef de cabine. Vous, madame, vous restez dans ce poste de pilotage avec l'équipage. Je ne veux plus vous voir dans la cabine des passagers jusqu'à l'atterrissage à Reno, où nous reprendrons du carburant pour atteindre Mexico. Si je vois votre tête en dehors du poste de pilotage, je vous jure que je nous fais tous sauter. Et je n'hésiterai pas, je n'ai plus rien à perdre. Avant de regagner la cabine passager, l'homme occulte l'œilleton de la porte du poste de pilotage avec un morceau de Chatterton. Le commandant a mis le pilote automatique en fonction. L'avion se maintient tout seul à 10 000 pieds et sa vitesse ne bouge pas de 150 nœuds, à peu près 270 km/h. Soudain, à 20h01, un voyant rouge s'allume au tableau de bord. Une porte est ouverte quelque part. « Tu crois qu'il a sauté ?» demande le copilote. Scott secoue la tête. « Non, je crois qu'il est plus malin. Il a ouvert une porte très longtemps à l'avance pour qu'on ne localise pas l'endroit où il va sauter. » À 20h14, l'équipage ressent une secousse à peine perceptible. « Cette fois, je crois que c'est la bonne, dit le capitaine.
Et il note aussitôt la position de l'appareil, 25 000 au nord de Portland, à l'intersection de 2 rivières au-dessus de Merwin Lake, près du mont Sainte-Hélène. Il s'agit d'une zone très boisée, en bordure d'une chaîne de montagnes, une superbe région touristique où l'on peut pêcher la truite au milieu d'une nature sauvage presque impénétrable. Les 3 avions qui surveillent le Boeing n'ont rien vu, car le pirate a attendu que l'avion traverse une petite couche de nuages et il a choisi la tombée de la nuit pour sauter. Dès l'atterrissage du vol 305 à Reno, les recherches sont déclenchées dans la zone notée par le commandant Scott. La troupe fouille minutieusement un périmètre de plus de 20 km², sans succès. L'emploi des hélicoptères est impossible à cause de la mauvaise météo. Les recherches vont durer 18 jours. Elles n'aboutiront pas. On ne retrouvera jamais Dan Cooper, auteur du premier braquage aérien de toute l'histoire de l'aéronautique. 10 ans plus tard, en 1981, un enfant de 8 ans qui pique-niquait avec ses parents au bord de Merwin Lake déterre par hasard un paquet contenant 5 800 $ en coupures de 20. Les numéros des billets correspondent aux numéros relevés à la photocopieuse par le FBI 10 ans plus tôt. Avec le temps, le mystère Dan Cooper va donner naissance à une véritable légende qui va s'étendre à tous les États-Unis. Le voleur inconnu rejoindra alors le club très fermé des bandits qui ont réussi à échapper à la police. Et chaque année, la ville d'Ariel, située sur la Lewis River, à l'ouest du lac Merwin, organise une fête touristique, la Dan Cooper's Party, en souvenir de ce que la plupart des Américains considèrent comme un véritable exploit. Dans les mois qui ont suivi ce que la presse américaine avait baptisé le braquage du siècle, 3 détournements similaires, mais moins réussis, ont été tentés sans succès par des admirateurs de Dan Cooper. Et dès 1972, la FAA, l'agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile aux États-Unis, a ordonné que tous les Boeing 727 soient munis désormais d'un mécanisme qui empêche l'escalier arrière d'être abaissé pendant le vol. Les ingénieurs de Boeing ont baptisé avec humour ce système de blocage le verrou Dan Cooper. Pendant 45 ans, le FBI a enquêté, suivi des centaines de pistes, en vain. Le dossier, dont le nom de code était Nordjack, contraction de Northwest Airlines et de hijacking, a été clos officiellement en juillet 2016 avec un communiqué de presse pour justifier l'arrêt des recherches, avec un ultime argument signé du dernier enquêteur chargé de l'affaire, un certain David Carr, qui précisait, je le cite, « Pendant toutes ces années, nous avons poursuivi un fantôme. L'auteur de ce hold-up ne peut pas avoir survécu à son saut en parachute et il est sans doute mort le jour des faits, même si on n'a jamais retrouvé son corps. » Et il poursuivait « Aucun parachutiste expérimenté n'aurait sauté dans la nuit noire alors qu'il pleuvait avec un vent de face de plus de 300 km/h, habillé d'un imperméable et de mocassins. C'était trop risqué. » Malgré tout, l'enquête s'est poursuivie avec le concours, cette fois, d'une quarantaine d'anciens policiers engagés par un réalisateur de télévision, Tom Colbert, persuadé d'avoir enfin trouvé une piste qui mènerait à l'identification de Dan Cooper. Et 2 ans plus tard, en 2018, Tom Colbert va faire une révélation fracassante au New York Daily News, un des plus importants quotidiens américains, qui tire à plus de 700 000 exemplaires. Selon lui, le FBI aurait menti pendant des décennies au peuple américain pour protéger un pilote de la CIA, ancien parachutiste de l'armée américaine, vétéran de la guerre du Vietnam, que la CIA aurait utilisé pour des missions ultra secrètes sous le pseudonyme de Dan Cooper. Mais l'homme aurait bien sûr changé d'identité après le hold-up et il vivrait une paisible et anonyme retraite dans la région de San Diego.
Lorsque les journalistes de New York se sont rendus sur place, ils ont trouvé une maison vide. Le propriétaire avait disparu. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.